Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de Saturne et Jupiter, les planètes géantes, et via deux missions qui se sont soit achevées, soit débutées récemment, qui sont Cassini et Juno. Donc, les planètes géantes, donc nous, on est ici, là, et on va s'intéresser à ces deux corps qui sont ici. En fait, là, ce qu'on voit, c'est à l'échelle. Ça veut dire que ces deux corps, en fait, sont 10 fois plus grands. 10 fois plus grand en taille, d'accord? Le rayon de Saturne et Jupiter, enfin le rayon de Saturne, c'est à peu près 10 fois le rayon de la Terre. Et Jupiter est un petit peu plus grand que Saturne. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ces corps, c'est qu'ils n'ont pas de surface, contrairement à la Terre. Alors, je vous dis que c'est intéressant, si ça se trouve que vous allez me dire que c'est un peu, que ça fait un peu peur. Mais en tout cas, il n'y a pas de surface, ce sont juste des gaz en suspension. Qui sont organisés, enfin ils sont retenus par leur propre gravité, et peut-être qu'il y a une surface, mais elle est très très loin. Alors la composition de ces corps, en fait, si vous regardez la composition du Soleil, vous voyez que le Soleil il est composé en majorité, donc 1 c'est 100%, d'accord? Donc là, 89% d'hydrogène sur le Soleil, 10% d'hélium. Et le reste, ce sont des traces. Si on regarde si on regarde la composition de l'atmosphère de Vénus, de la Terre et de Mars, il y a très peu d'hydrogène, très peu d'hélium. Par contre, si on regarde les atmosphères de Jupiter et Saturne, on se trouve avec une composition qui ressemble à la composition du Soleil. Et c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes à étudier. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très intéressantes à étudier, parce qu'elles ont un peu la même composition que le Soleil, et elles ont gardé l'atmosphère qu'elles avaient lorsqu'elles se sont formées. On parle d'atmosphère primaire. Nous, sur Terre, on n'a pas une atmosphère primaire. On a une atmosphère qui a évolué après l'atmosphère dont la Terre a hérité au moment de sa formation. Ça veut dire qu'évidemment, ce sont des corps très intéressants pour remonter à l'origine du système solaire. Alors après, qu'est-ce qui se passe si on plonge dans les profondeurs de Jupiter et Saturne ? Alors si je vous prends et que je vous lâche dans Jupiter et Saturne, vous allez tomber, parce qu'il n'y a pas de surface. À ceci près qu'à un moment, vous avez l'atmosphère qui devient très très dense. Et l'hydrogène, quand il devient très très dense, il se comporte comme un mélange de gaz et de liquide un peu métallique. D'accord ? Donc en gros, vous allez plonger, 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 puis au bout d'un moment, vous allez être complètement détruit parce que vous allez être dans un espèce de liquide métallique qui conduit l'électricité. Voilà. Donc, mieux vaut ne pas vous lâcher dans Jupiter et Saturne, mais ça, vous vous en doutiez. Alors, nous, on s'intéresse, je dis nous, quand on s'intéresse au temps qu'il fait sur Saturne et Jupiter, on s'intéresse à ce qui se passe dans la couche de nuages. D'accord ? Ce qu'on voit là, c'est la couche de nuages visible. Et la couche de nuages visible, elle est à peu près à 1 bar. 1 bar, c'est facile, c'est aussi la pression atmosphérique sur Terre. Ensuite, tout ce qui est profondément, on ne le voit pas dans le visible, on ne le voit pas dans l'image. Tout ce qui est au-dessus, on ne le voit pas non plus, mais tout ça, on peut l'étudier. Et il se passe plein de choses intéressantes, et notamment en dessous du niveau visible. Donc le niveau visible, bien sûr qu'on voit des nuages, mais il y a aussi des nuages en dessous qu'on ne voit pas et qui sont très intéressants. Et après, je vous ai parlé d'hydrogène et d'hélium, mais il y a aussi des hydrocarbures dans la partie supérieure de l'atmosphère. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une forte interaction avec l'extérieur de Saturne, de Jupiter aussi, mais c'est surtout pour Saturne que c'est important, je reviendrai là-dessus après. Alors, vous connaissez toutes et tous la grande tache rouge de Jupiter, qu'on voit ici, qui fait à peu près la taille de la Terre. Et en fait, la grande tache rouge de Jupiter, on soupçonne, on n'en est pas sûr parce qu'il y a eu un trou dans les observations d'une centaine d'années, donc quand on est scientifique, on est rigoureux, on se dit que si on n'a pas vu quelque chose pendant une centaine d'années, si ça se trouve qu'il a disparu puis réapparu et que ce n'est pas la même chose. Mais disons que la structure qu'on voit ici, qui a été observée, dessinée par Cassini, ressemble très fortement et à la même latitude, etc., que la grande tache rouge actuelle. Donc la grande tache rouge, en fait, c'est une espèce de grande tempête, un grand anticyclone qui dure depuis plusieurs siècles. Donc ça, évidemment, sur Terre, ce n'est pas du tout le cas. Sur Terre, un anticyclone, il va durer maximum plusieurs mois, d'accord, mais pas beaucoup plus. Et encore, il dure plusieurs mois parce qu'il est situé à proximité d'une surface particulière, etc., etc. Normalement, un anticyclone situé sur la France qui nous protège de je ne sais quel mauvais temps, il va durer juste quelques jours. Bon, là, ça dure plusieurs siècles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que récemment, quand on compile les observations, quand on les met bout à bout, on voit que la grande tache rouge, en fait, elle a diminué de taille.
Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a deux possibilités. Soit elle est en train de rétrécir et elle va disparaître. Donc ça, c'est passionnant. Si on voit la grande tache rouge qui disparaît, ça veut dire qu'on aura accès en direct à ce qui se passe sur Jupiter, à la disparition de quelque chose qui a duré des siècles. Mais sinon, ça peut être aussi très bien que les effets chimiques sont très compliqués là-dedans. Ça peut vouloir dire que, si ça se trouve, la taille du grand tourbillon est la même, mais les réactions chimiques font que la zone blanche devient plus grande par rapport à la zone rouge. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas encore certain à l'heure actuelle de connaître la molécule qui décide que la grande tache rouge est rouge. En gros, on ne sait pas tout à fait pourquoi la grande tache rouge est rouge. Alors, ce qu'on voit aussi, et ça fait partie des choses qu'on ne voit pas dans le visible, d'accord, ça c'est une image qui est fabriquée. C'est une image qui mélange des images visibles, Saturne et Jupiter, et des images dans l'UV. Et dans l'UV, on voit très bien les aurores boréales qu'il peut y avoir sur Saturne et Jupiter. Formellement, ça ressemble à nos aurores boréales, sauf qu'elles sont 100 fois plus puissantes. Parce que le champ magnétique sur Saturne et Jupiter est beaucoup plus puissant que le champ magnétique sur Terre. Donc c'est aussi pour ça que ce sont des planètes intéressantes, parce que ce n'est pas un petit champ magnétique comme sur Terre qui va donner lieu à quelques aurores boréales. Là, on va avoir des aurores tout le temps, qu'on va pouvoir étudier tout le temps avec des champs magnétiques très puissants. Donc c'est un terrain de jeu très très intéressant. Donc c'est un ensemble de raisons qui a fait que les chercheurs se sont mis d'accord pour envoyer une sonde. Et ensuite, ils ont réussi à convaincre les gouvernements de préparer une mission pour ça. Et c'était la mission Cassini. Donc la mission Cassini, c'est une mission américaine, mais qui embarquait aussi un petit robot qui a atterri sur Titan et qui s'appelait le robot Huygens. D'accord ? Donc Cassini-Huygens, c'est le nom de deux scientifiques ayant notamment travaillé sur Saturne et ayant travaillé en astronomie. Donc là, vous voyez la sonde Cassini en train d'être préparée. Là, vous avez un bonhomme ou une bonne dame, d'accord ? On ne voit pas, il n'y a pas de raison, les filles et les garçons peuvent faire de la science. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est la sonde en 1996, d'accord ? Donc, quand on a fabriqué les instruments, on devait préparer des instruments et les instruments allaient fonctionner ensuite pendant 20 ans. Donc, c'est des instruments relativement rudimentaires, mais ils permettent de faire des découvertes majeures. Donc, ensuite, la sonde a été lancée en 1997 et elle est arrivée sur Saturne en 2004. Vous voyez que c'est assez long, ça prend 7 ans de trajet. Et ensuite, elle s'est baladée autour de Saturne et autour de ses satellites pendant 13 ans. Et ensuite, elle s'est écrasée dans Saturne. Alors bien sûr, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle ne s'est pas écrasée. Elle a lentement dérivé dans l'atmosphère et puis elle a fini par brûler parce qu'elle était arrivée à une couche où il y avait beaucoup d'air. Et donc, Cassini a pris plein de jolies images et a fait plein de mesures. Tout ça, je vais vous en parler juste après. Ça c'est un exemple de photo. Ça, c'est une vraie photo. C'est en fait une photo d'éclipse de soleil par Saturne. D'accord ? Alors, donc là, en fait, vous avez à l'arrière le soleil qui illumine les anneaux et on voit les anneaux par transparence ici. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'épaisseur des anneaux de Saturne, donc la taille en longueur ici, ça s'étire sur quasiment 100 000 km ici. Par contre, l'épaisseur des anneaux de Saturne, c'est environ 10 mètres. D'accord ? Donc, c'est extrêmement fin. Alors, ce qu'il y a aussi sur Jupiter et sur Saturne, alors sur Saturne, on ne le voit pas trop, parce que quand on regarde Saturne, on voit surtout une espèce de brume. Et donc, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe, mais ensuite, on peut regarder dans d'autres longueurs d'onde. Par exemple dans l'infrarouge, pour regarder à travers la brume. Et en fait, si on regarde dans les bonnes longueurs d'onde, Saturne ressemble beaucoup à Jupiter dans le visible, c'est-à-dire c'est une planète avec des bandes de couleurs, avec des tourbillons et de la filamentation à l'intersection des différentes bandes. Et donc les deux planètes sont formellement les mêmes, avec des systèmes de vent qui s'organisent vraiment à se propager suivant la même latitude, d'accord ? Donc on a des bandes comme ça, et ça c'est dû au fait que ces planètes, elles tournent très très vite sur elles-mêmes, et donc les vents sont organisés comme ça. Donc en fait, c'est assez différent de ce qu'on peut avoir sur Terre, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de les étudier. Et ce qui est d'autant plus intéressant sur Saturne, c'est que quand on regarde la bande à l'équateur, donc là vous avez le pôle, l'équateur ici, quand on regarde la bande à l'équateur, et qu'on mesure les vents, alors pour mesurer les vents, c'est très facile, on prend des nuages et on les suit, et avec ça on peut simplement mesurer le vent. Et en fait, quand on mesure les vents, avec plusieurs techniques, beaucoup de techniques qui ont utilisé les images de Cassini, on trouve qu'en fait, le vent à l'équateur sur Saturne, il fait 400 mètres par seconde. Donc 400 mètres par seconde, c'est à peu près, en gros, on multiplie par 3,6.
c'est à peu près 1000-1200 km/h. Donc c'est extrêmement rapide. C'est l'un des courants atmosphériques les plus rapides du système solaire. Donc évidemment, on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'il est aussi rapide. Et ça, c'est une question que les scientifiques se posent encore à l'heure actuelle. Alors il y en a d'autres, en fait, d'autres courants sur les côtés qui sont aussi très puissants, mais bon, par rapport à ce monstre-là, ils ont l'air un peu ridicules. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les courants, ils vont dans un sens ici, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, etc. Et quand vous avez deux courants qui vont dans un sens donné, puis dans l'autre sens, à la frontière entre les deux, il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que si vous êtes une goutte d'eau, à votre droite, vous avez quelqu'un qui va super vite dans cette direction, à votre gauche, vous avez quelqu'un qui va super vite dans votre direction, et donc vous êtes complètement déformé. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à l'intersection entre deux courants, vous allez avoir plein d'instabilités, plein de petits tourbillons qui vont se former. Et il y a ce type d'instabilité aussi sur Terre, qu'on voit d'ailleurs sur les nuages, lorsque, bon là c'est suivant la verticale, vous avez un vent très fort par là, et un vent très fort par ici, et le nuage entre les deux, eh bien en fait, il y a la formation de cette instabilité qui est due à la variation très forte de vent. On appelle ça le cisaillement de vent. Et alors, donc évidemment, il y a plein de ces petites ondes, etc., etc. Et on les étudie. On les étudie pour une raison très particulière, c'est que ces planètes fonctionnent d'une façon très bizarre. C'est-à-dire que normalement, la turbulence, c'est, vous avez plein de rafales de vent, d'accord ? Et les rafales de vent, elles vont petit à petit se casser en plus petites rafales de vent, en plus petits tourbillons. Donc au début, ça va être des tourbillons de la taille de la salle ici, puis après, ça va être des tourbillons type ce que vous voyez dans les volutes de fumée, d'accord ? Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus petit, et à la fin, ça va devenir tellement petit que les frottements dans l'air vont les dissiper, vont les faire disparaître. Et bien, sur ces planètes, ce qui se passe, c'est l'inverse. On appelle ça la turbulence inverse. C'est que tous les petits tourbillons qu'on voit ici, au lieu de se dissiper en de plus petits tourbillons, ils vont faire l'inverse. Ils vont aller vers de plus grands tourbillons, ils vont se rassembler les uns les autres, etc., etc., et l'énergie, ils vont la faire passer dans l'autre sens. Et à la fin, ces petits tourbillons, ils vont contribuer à former les systèmes de vent que vous voyez ici, les grands systèmes de vent ici. Donc ça veut dire que si on veut bien comprendre les bandes de Jupiter, on est obligé de regarder tous les petits tourbillons qui se forment ici. Et évidemment, c'est une sorte d'exercice qui est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire sur Terre. Et en fait, là, c'est une vue dans l'infrarouge, on voit un petit peu mieux, là, toutes les petites structures, tous les petits points blancs et les points noirs que vous voyez sont des petites variations de température, de vitesse, plein de petits tourbillons, et puis il y a plein de choses qui se passent. Ce qu'il y a au pôle ici, j'en parlerai après. Et alors, non seulement il y a des petits tourbillons, mais en plus il y a des tempêtes. Un petit peu comme si, vous savez que du vent, il va y en avoir un petit peu partout l'après-midi, mais il y a des cas particuliers, c'est quand il y a un orage. Et sur Saturne, en fait, il y a des orages. Alors vous voyez ici, là, cet orage, il est assez grand. Bon, par rapport à la taille de Saturne, il est assez petit. Et ce qui se forme ici, ce ne sont pas des gouttelettes d'eau comme dans les nuages terrestres, ce sont des particules de glace. Et c'est un mélange de glace d'eau et de composés dérivés de l'ammoniac. Donc c'est un mélange de glace d'ammoniac et de glace d'eau. Mais ces petites tempêtes, ce ne sont pas les seules tempêtes qu'il peut y avoir sur Saturne. Il y a aussi d'autres tempêtes. Alors là, normalement on devait voir, mais bien évidemment on ne voit pas trop, parce qu'il faut vraiment il faut être dans le noir, mais vous pouvez me croire sur parole. Ici, là, normalement, si on regarde bien, on voit un petit point qui ressemble à ce petit point ici, là. D'accord ? Donc au début, c'est une tempête qui a l'air anodine. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que cette tempête, elle devient énorme. Ça fait à peu près la taille de la Terre. D'accord ? Donc en gros, on se retrouve avec un orage qui fait la taille de la Terre. Et qui, évidemment, va complètement perturber tous les vents sur Saturne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant Cassini, ces événements-là, on les voyait qu'avec l'astronomie depuis la surface, depuis la Terre. On les regardait par télescope. Mais là, par chance, il y en a une qui est apparue en 2010, d'accord, fin 2010, début 2011, quand Cassini était autour de Saturne. Donc là, c'est très intéressant, parce que du coup, on a pu l'étudier en détail. Et là où c'est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent sous la couche de nuages qu'on a du mal à voir. L'avantage avec ceci,
c'est qu'on voit directement des particules de glace et d'ammoniac qui arrivent à la surface visible. Et donc, on n'a pas besoin d'instruments compliqués pour aller sonder sous la surface. On peut directement regarder ce qui se passe ici. Et donc, après, ça a fait toute une traînée qui a fini par couvrir la planète. Et en fait, ce genre de tempête a été également vu en 90, mais également avant, 30 ans avant, etc. On estime que chaque année, sur Saturne, une année Saturne, ça dure 30 ans, donc ce type de tempête, ça va se passer tous les 30 ans. Tous les 30 ans, chaque année Saturne, il y a une grande tempête comme celle-ci. Et la raison pour laquelle elle est rare et puissante, c'est qu'il y a des mécanismes qui font que c'est difficile d'avoir un orage sur Saturne. Donc comme c'est difficile d'avoir un orage sur Saturne, lorsqu'il y a un orage qui arrive à passer à travers les conditions qui limitent les orages, il est énorme. Voilà. Et c'est un petit peu la même chose sur Terre. Les endroits où vous avez des orages très puissants, c'est souvent des endroits où il est difficile de former des orages. Et quand il y en a un qui se forme, c'est que vraiment il est puissant pour passer à travers ce qui limite sa croissance. Et donc en général, ça donne des pluies qui sont énormes. Ça, je vais passer. Donc, Cassini, comme je vous le disais, a duré entre 2004 et 2017. C'est à peu près une moitié d'année Saturne. Donc, ça veut dire qu'en compilant des mesures, on peut avoir accès aux saisons de Saturne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui varie suivant les saisons sur Saturne? Tout d'abord, la couleur de Saturne. Ici, vous avez un hémisphère qui est bleu, alors que là, on a un hémisphère qui est beaucoup plus jaune. Ça, c'est dû aux poussières qu'il y a dans l'atmosphère de Saturne, d'accord? Et là, par exemple, c'est bleu parce qu'il y a moins de poussière. D'accord? Donc du coup, comme vous avez moins de poussière ici, les propriétés de diffusion ne vont pas être les mêmes, et donc vous allez avoir une brume qui va être beaucoup moins épaisse qu'ici, et qui va donc apparaître comme étant plus transparente et plus bleue. Donc on peut étudier les changements de couleur saisonniers de Saturne. Ensuite, on peut aussi étudier la température. Alors ça, c'est des schémas un petit peu compliqués, mais je vais vous les expliquer. En fait, c'est très simple. Là, ici, vous avez la latitude. Le pôle Nord est ici, et le pôle Sud est là. Donc, on pourrait presque deviner la saison, et là, vous avez la température. Ce qui est en bleu, c'est au début de la mission. Au début de la mission, on était dans l'hiver au Nord, donc évidemment, il fait froid. À la fin de la mission, c'est ce qui est en rouge, on était dans l'été au Nord, et donc il fait plus chaud. D'accord? Alors, là, ici, je vous le présente, ça a l'air simple, d'accord? Bon, ok, l'été sur Saturne, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Mais après, ce qui est important, c'est les valeurs qu'on obtient et pourquoi elles valent ce qu'elles valent, etc., etc. Parce qu'ensuite, suivant la composition atmosphérique, on peut avoir légèrement plus chaud, légèrement plus froid, etc., etc. Donc ça, je ne vais pas vous le détailler, mais en gros, avec ça, on a accès à la météorologie de Saturne, à ce qui se passe pendant les saisons, et on peut presque prévoir le temps qu'il fera sur Saturne dans les futures années. Alors, je reviens sur ce truc bizarre là qu'il y avait au pôle Nord de Saturne. Donc c'est un courant en fait qui a une forme hexagonale. Et non seulement il y a un courant qui a une forme hexagonale, et c'est assez parfaitement hexagonal, mais en plus au milieu, il y a une espèce d'énorme tourbillon dans lequel on peut, on a presque l'impression qu'on pourrait y plonger, ou y plonger des gens dont on veut se débarrasser. Et ce qu'il y a ici, en fait, c'est énormément de turbulences et ce qu'on appelle un vortex polaire, d'accord? Et pourquoi il est aussi fort ici? Parce que l'axe de rotation est ici. Donc, pour tourner très vite, il faut être le plus proche possible de l'axe de rotation. Donc là, on va avoir un tourbillon qui va être énorme. Et en fait, ce qui est bizarre avec cet hexagone, c'est que je vous ai montré qu'il y avait des fortes variations de température. Donc normalement, on s'attendrait à ce que cet hexagone, il varie un peu suivant les saisons, qu'il disparaisse, qu'il réapparaisse, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Non seulement il ne disparaît pas pendant les saisons, mais en plus de ça, il tourne quasiment pas. Il reste quasiment fixe, comme s'il était ancré très profond dans la planète. Et ça, c'est encore un mystère. En fait, on ne sait pas pourquoi est-ce que cet hexagone ne tourne pas et a l'air d'être ancré au fond de la planète. Et c'est d'autant plus bizarre que récemment, en fait, très récemment, il y a 2 mois, il y a un article qui est sorti et qui cette fois-ci s'intéresse à la stratosphère, donc au-dessus, donc 100 km au-dessus de cette couche-là, voire 200 km au-dessus de cette couche-là, en fait, on voit encore un hexagone. D'accord? C'est un peu plus difficile à voir, d'accord? Mais quand on analyse un petit peu plus précisément les images et la température, on se rend compte que cet hexagone, non seulement il est probablement très profond,
mais aussi il s'étend 200 km au-dessus de la couche visible qu'on voit ici. Donc ça renforce encore plus le mystère. Et c'est un exemple de nouvelle observation qui répond à certaines questions, mais qui en ouvre énormément d'autres. Voilà. Et ce qui est mystérieux, c'est qu'au pôle sud, il n'y a pas d'hexagone. Le vent au pôle sud, vous voyez, en fait, il fait un courant en rond. Le pôle sud est ici, j'ai oublié de vous le préciser. Il fait un courant en rond comme ça, un petit peu comme le courant autour de l'Antarctique et de l'Arctique, qui est relativement rond. On appelle ça le courant circumpolaire. Ben là, en fait, ça fait comme sur Terre. Et pareil, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un hexagone au pôle nord et pas au pôle sud. Voilà, si vous avez des idées. Alors, lorsque je dis qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des idées, mais pour l'instant, les scientifiques sont encore en train de débattre de quel est le mécanisme, d'accord ? Donc, par exemple, il va y avoir 2-3 idées sur le mécanisme possible, mais tout le monde n'est pas d'accord, et pour l'instant, c'est discuté, et c'est en attente de plus de modèles et de plus d'observations. Donc, lorsque Cassini était encore en orbite, vous avez une mission qui s'appelle Juno, qui est arrivée autour de Jupiter. Donc ça, c'est passionnant, parce qu'on a 2 missions en même temps, qui étudient 2 corps qui se ressemblent pas mal. Alors, Juno a mis un petit peu moins de temps que Cassini à arriver. Elle a été lancée en 2011, et elle est arrivée en 2016. Elle a mis 5 ans à arriver, mais en fait, c'était l'une des missions les plus rapides, c'est-à-dire qu'elle avait été mise sur un lanceur et sur une orbite relativement rapide. Et donc, Juno, en fait, embarquait toute une série d'instruments pour étudier Jupiter. Alors, en gros, quel type d'instrument elle a embarqué ? Elle a embarqué, par exemple, une caméra infrarouge. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on voit dans le visible, mais il y a des choses qu'on ne voit pas dans le visible. Donc, elle a embarqué une caméra infrarouge de façon à mieux voir, par exemple, les courants atmosphériques un petit peu en dessous de la couche qu'on voit. Et également de façon à voir les courants atmosphériques la nuit. Alors, ce que vous voyez ici, ça n'est pas une image de la sonde Juno. C'est une image faite avec le Very Large Telescope, qui est un télescope européen qui est situé dans un désert au Chili. Donc, ce que vous voyez, c'est que l'image de la sonde est moins précise que l'image qu'on peut obtenir depuis le télescope. Donc là, on serait tenté de dire, bon, à quoi ça sert d'envoyer une sonde ? La différence, c'est qu'avec le télescope, on ne peut voir Jupiter que par son apparence dans le ciel. D'accord ? Notamment, il est impossible de voir les régions polaires. Tout simplement parce que Jupiter ne nous présente jamais ces régions polaires visibles depuis la Terre. Donc ça, c'est un intérêt pour avoir ce type d'instrument. Et qui plus est, évidemment, on n'avait pas mis qu'une caméra infrarouge. Et alors, lorsque Juno, qui d'ailleurs a été la première mission à vraiment voir les pôles de Jupiter, lorsque Juno a survolé les pôles de Jupiter, donc la façon dont ça marche, c'est que Juno a une orbite très très longue, donc elle passe beaucoup de temps loin de Jupiter, puis ensuite, rapidement, elle revient proche de Jupiter, et au moment où elle revient proche de Jupiter, elle prend énormément de photos, de mesures scientifiques, etc., etc. Et donc, elle est passée au-dessus des pôles, et en compilant les images de 3 orbites dans le visible, en fait, elle a vu ceci. Alors ça, c'était une surprise, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un courant circumpolaire, comme il peut y avoir sur Saturne. Et vu que Jupiter a des bandes comme Saturne, on se dit, bon, ben, on s'attend à avoir un courant polaire. Sauf qu'il n'y a aucun courant polaire. Le courant le plus loin, il est bien plus bas. Ce qu'on voit à la place, c'est plein de tourbillons, plein de vortex, plein de choses qui se passent, mais d'une part, ça ne ressemble pas à Saturne, ça ne ressemble pas à la Terre, ça ne ressemble à rien du tout de connu. Et en plus de ça, donc là, ce que vous voyez, ce sont des images dans le visible. C'est des images assez graphiques, on a l'impression presque de voir des peintures. Et en fait, on a constaté qu'au pôle Nord, en fait, ici, vous voyez que, si on compte, là, on a 8 tourbillons, là, comme ça, qui sont organisés autour du pôle. Et au pôle Sud, on a 5 tourbillons qui sont organisés comme ça autour du pôle. Bon, mais on ne les voyait pas très bien. Et c'est là que la caméra infrarouge est intervenue. Parce que ce type d'image, ça combine plusieurs images. Là, ici, ça combine 4 passages de Juno autour de Jupiter. Parce que la caméra visible n'est capable de voir que pendant la journée. Il faut une caméra infrarouge pour voir la nuit. Et donc, ce que ici, on a obtenu en une centaine, en 200 jours, avec une caméra infrarouge, on a pu obtenir ces images, en fait, qui sont ici.
Et donc la caméra infrarouge, ce qu'on voit, c'est la température. Donc en plus, l'avantage, c'est qu'on voit beaucoup mieux les tourbillons ici. Et alors ça, quand on a vu ça, c'était une énorme surprise, parce que non seulement là, il y a 8 tourbillons au nord et 5 au sud. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Bon, en même temps, c'est des observations récentes, hein, d'accord? On n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir, mais c'est en cours. Et surtout, ce qui est très étrange, c'est que ces tourbillons-là, en fait, ils restent fixes. C'est-à-dire que tout autour, il y a plein de choses qui vont se passer, il y a plein de choses qui vont bouger, et ceux-là, ils vont rester fixes, droits comme des i. C'est d'ailleurs ce qui a permis de faire ces images, parce que les tourbillons, comme ils restaient fixes au fur et à mesure des divers passages de Juno, ça permettait de faire des images sans aucun problème. Donc pourquoi est-ce qu'au pôle de Juno, au pôle nord, il y a 8 tourbillons et 5 au pôle sud? Pourquoi ils sont fixes? C'est des questions ouvertes. Si vous voulez faire une thèse, c'est un bon sujet de thèse. Alors, après, les images visibles ont aussi permis de voir des tempêtes, comme sur Saturne. Alors là, ici, là, vous ne les voyez pas très bien, mais c'est parce que ce sont des petites tempêtes, d'accord? Vous voyez ici, donc vous avez les couleurs, vous avez des courants, etc. Et là, ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez des petits points. Ça, en fait, ce sont des tout petits orages, comme il peut y avoir sur Terre. Ici, il y en a aussi, mais on ne voit pas très bien sur cette image-là. Mais il peut aussi y avoir d'énormes orages, d'accord? Donc là, ce sont des images qui couvrent plusieurs dizaines de kilomètres ici, et tout ce que vous voyez là, c'est un énorme orage, d'accord? Et ça, Juno, en fait, par sa caméra, a permis de mettre en évidence ce type de phénomène qu'on n'avait pas vu avant. Et l'avantage, c'est que Juno, par ailleurs, a des instruments pour mesurer les ondes radio. Et l'instrument pour mesurer les ondes radio, c'est très utile parce que ça permet de mesurer l'effet des éclairs. Ça permet de mesurer les signatures des éclairs. Parce que qui dit orage, dit éclair. D'accord ? Vous allez avoir les particules de glace qui vont frotter les unes sur les autres. Ça va faire une différence de potentiel dans le nuage et vous pouvez avoir de la foudre. Alors, ça ne ressemble pas trop à la foudre dont on a l'habitude sur Terre. En fait, d'une part, c'est beaucoup plus intense. Donc, vous imaginez l'éclair qui vous a fait le plus peur pendant votre enfance et vous multipliez par 100. Et ensuite, alors si vous n'étiez pas peureux, vous multipliez par 1000. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que non seulement ils sont plus puissants, mais ils sont aussi très fréquents. Fort heureusement, si vous aviez peur des éclairs pendant votre enfance, on va dire qu'à l'échelle de 10 minutes, il s'en passait peut-être 5 des gros éclairs. Là, il y a entre 5 et 10 éclairs par seconde. D'accord ? Donc non seulement c'est plus puissant, mais en plus c'est très fréquent. Et l'une des découvertes de Juno, et qui pour l'instant est très bizarre, c'est que la plupart des éclairs se concentrent dans les régions polaires. Alors ça, je dis que c'est bizarre, parce que ce type de tempête, là, on en voit un petit peu partout. On en voit en particulier ici. Mais apparemment, elle ne semble pas créer des orages très forts et de la foudre très forte. C'est plutôt les orages qui ont lieu proche des pôles qui font de la foudre très très forte. Alors pourquoi ? Troisième sujet de thèse très intéressant, si vous voulez travailler là-dessus. Ou si vous ne voulez pas travailler là-dessus, eh bien dans quelques années, si vous suivez les informations, peut-être qu'on aura l'explication. Et donc, ensuite, évidemment, quand on étudie ce type de phénomène, c'est très compliqué parce que vous avez les grands courants de Saturne qui vont déformer les nuages qui vont influencer les courants, etc., etc. Donc ça va être tout un pataquès assez compliqué. Mais bon, évidemment, quand on s'intéresse à des questions scientifiques, on aime qu'elles soient un petit peu compliquées parce que sinon, c'est trop facile. Et donc, il y a ici, vous voyez, toute une diversité, toute une richesse de tourbillons. Vous avez toutes les tailles que vous voulez, toutes les formes, etc., etc. Et pourquoi on les étudie à nouveau ? C'est parce que c'est très important. C'est parce qu'il y a tous ces petits tourbillons et qui ne dissipent pas leur énergie vers les petites échelles comme on a l'habitude, mais plutôt vers les grandes échelles, que ces tourbillons-là sont vraiment responsables des courants qu'on voit sur Jupiter. Et sur Saturne aussi. Alors évidemment, Juno a aussi survolé la grande tache rouge, que vous voyez ici. Donc là, en fait, c'est une image où le nord est ici et le sud est là, d'accord ? C'est lors d'un survol de Juno. Alors, je tiens à dire que chacune des images que vous voyez ici, en fait, les images brutes dans les divers canaux visibles sont mises en ligne dans le site sur le site de Juno dès qu'elles arrivent.
Et la plupart des images que vous voyez ont été créées par des amateurs qui récupèrent les images et qui font le traitement des couleurs, etc., etc. Bon, évidemment, ce sont des amateurs très experts, d'accord? Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez jouer avec les images Juno sur le site. Donc la grande tache rouge, à quoi ça ressemble? Donc là, ce que vous voyez, c'est une image ici, là, mais un petit peu plus grosse. Alors ce que vous voyez, c'est qu'on parle d'un anticyclone, ça a l'air d'être un grand tourbillon, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est un grand tourbillon, et à l'intérieur de ce grand tourbillon, il y a plein de petits tourbillons, il y a plein de choses qui se passent. Là, ici, vous avez diverses couleurs qui correspondent au fait qu'on n'est pas à la même altitude. Donc ça aussi, c'est compliqué. Quand on regarde une image visible, on regarde certains phénomènes qui sont profonds par rapport à d'autres. Et en fait, on voit aussi qu'il y a des toutes petites ondes, mais là, la résolution du vidéoprojecteur n'est pas suffisante. Voilà. Alors, bien sûr, Juno, ce n'est pas juste que des images. C'est aussi donc, cet instrument par onde radio qui permet en fait de sonder sous la couche de nuages. Alors, le fait de sonder sous la couche de nuages, ça permet de remonter à l'histoire du système solaire, comme je vous ai dit. En fait, on peut sonder sous cette couche de nuages grâce à un instrument qui ne regarde pas dans les ondes visibles, mais qui regarde dans les ondes radio. Alors, donc oui, je ne vous ai pas dit, j'ai laissé mes transparents en anglais, parce que ce qui est important, ce sont les images. Bon, mais là, il n'y a pas d'image. Mais en gros, je vais vous résumer ce que dit ce transparent, qui est pourquoi diable on s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur de Jupiter. L'un des éléments qui est très important, c'est le fait que la façon dont Jupiter s'est formé nous indique la façon dont les planètes se sont formées. Et il y a deux types de façons de former une planète. La première façon de former une planète géante, c'est comme le Soleil. C'est-à-dire, au début, le système solaire ne ressemblait pas au système solaire, c'était juste un nuage de gaz et de molécules. Et ensuite, le Soleil se forme simplement par concentration de ce gaz dans une boule qui devient un petit peu plus dense, etc., etc. Donc, il y a un premier scénario qui est les planètes géantes se sont formées de la même façon. Dans ce cas-là, comme vous le devinez facilement, le Soleil et Jupiter et Saturne ont la même composition, parce qu'ils sont formés pareil. Et il y a une deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, et ce n'est pas tout à fait formé comme ça a certes contribué à former un espèce de cœur, mais ensuite c'était plus compliqué que ça, c'est que ce cœur a attiré des bouts de planètes qui étaient en train de se former ailleurs, pour à la fin former Jupiter. Et dans ces cas-là, c'est plus compliqué, parce que les bouts de planètes qui étaient en train de se former ailleurs, leur composition avait changé par rapport à la composition du Soleil. Et donc dans ce cas-là, si c'est le deuxième scénario dont je vous parle, la composition à l'intérieur de Jupiter n'est pas tout à fait la même que le Soleil, notamment pour des éléments comme l'oxygène. D'accord ? Et évidemment, on s'intéresse aussi à la quantité d'eau qu'il y avait au début du système solaire, parce que ça c'est très intéressant pour savoir, rien que, en fait, pour avoir l'inventaire en eau du système solaire initial. Parce que ça nous donne aussi l'inventaire en eau dans d'autres planètes très intéressantes comme Mars. Et donc, en gros, étudier la composition dans le fond de Jupiter, c'est étudier la composition au début du système solaire. Évidemment, comme on n'a pas de machine à remonter le temps, c'est plus facile de regarder à l'intérieur de Jupiter. Voilà. Et alors, il y a une chose en fait, c'est que en 1995, on avait envoyé une sonde qui s'appelle Galileo, qui a plongé à l'intérieur de Jupiter, bon, avant de se désintégrer, bien sûr, qui a plongé à l'intérieur de Jupiter et qui a mesuré la quantité d'eau. Et le problème, c'est qu'en fait, elle a mesuré une quantité d'eau très bizarre. Et en fait, c'est pas de chance, mais en fait, elle est tombée dans ce qu'on appelle un point chaud, qui était particulièrement sec. Donc, en fait, elle a dû tomber dans l'endroit le plus sec de Jupiter. Donc, c'est pas de chance, mais ça n'a pas permis de vraiment avoir la composition en eau globale. Parce qu'en fait, là, on était arrivé à 30% de la quantité d'eau solaire. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un endroit très particulier et ça ne paraît pas possible. Donc, c'est aussi pourquoi on envoie les types de sondes comme Juno, qui sont des sondes orbitales qui vont avoir une vision globale. Alors, en premier, avant de déterminer la quantité d'eau, il faut déterminer la quantité d'ammoniac. Et ça, en fait, ça a un peu retardé la détermination de la quantité d'oxygène dans les profondeurs de Jupiter. Pour l'instant, c'est encore un travail que sont en train de faire les équipes.
Parce qu'en fait, l'ammoniac, on s'attendait à ce que, donc là vous avez la profondeur et ici vous voyez c'est la latitude. Ce qu'on s'attendait avant Juno, c'est que cette image-là soit entièrement rouge. Autrement dit, qu'il y ait la même quantité d'ammoniac un petit peu partout, que ce soit bien mélangé. Parce qu'ensuite, en fait, comme dans les signatures radio que capte l'instrument, il y a une signature de l'ammoniac et de l'eau, avant de déterminer la signature de l'eau, il faut déterminer la signature de l'ammoniac, mais on se disait ça c'est facile parce que l'ammoniac il est bien mélangé. Eh bien loupé, l'ammoniac n'est pas du tout bien mélangé. Vous en avez énormément dans les profondeurs, et ensuite vous avez une couche qui est très pauvre en ammoniac, avec une remontée d'ammoniac à l'équateur, et immédiatement adjacente à cette remontée d'ammoniac très riche à l'équateur, vous avez une zone très très pauvre en ammoniac. Alors pourquoi ça a cette tête? Eh bien bonne question. Et ça c'est une vraie surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de telles différences d'ammoniac sous la couche de nuages de Jupiter. Ça veut dire qu'il y a des courants atmosphériques beaucoup plus forts que ce qu'on imaginait. Ça veut dire que peut-être il y a aussi des réactions chimiques beaucoup plus compliquées que ce à quoi on s'attendait. Et ça veut dire que, pour l'instant, déterminer l'abondance, la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de Jupiter, ce n'est pas si simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Ça veut juste dire qu'il y a quelques petites péripéties, quelques petites complications sur le chemin. Alors, en fait, il y a un certain nombre d'instruments dans Juno. Donc, je vous ai parlé de la caméra infrarouge, je vous ai parlé de l'instrument radio. Il y a un autre instrument, en fait, qui est une expérience pour mesurer la gravité. Alors, comment ça marche? En fait, ce qui se passe, c'est que sur Terre, vous avez une antenne qui envoie un signal radio. Il est reçu par cet instrument, et cet instrument le réenvoie à l'identique. À ceci près que vous avez l'effet Doppler. C'est-à-dire que l'effet Doppler, c'est ce que vous avez quand vous avez un camion de pompiers qui passe très vite proche de vous. En fait, le son du camion de pompier, il est déformé par la vitesse du camion de pompier. Et donc, quand Juno, qui est en train de bouger autour de Jupiter, renvoie le signal, c'est comme le camion de pompier, le signal, il est un peu modifié. Et du coup, la modification de ce signal va être très légère, mais avec ça, on va pouvoir déterminer la vitesse de Juno avec une grande précision. Avec une précision tellement grande qu'on peut arriver à savoir exactement comment Juno tourne autour de Jupiter. Et quand je dis exactement, c'est que Juno ne va pas suivre exactement une ellipse autour de Jupiter. Parce qu'en réalité, ça c'est le cas simple. C'est le cas où vous avez une boule homogène. Sauf que comme Jupiter n'est pas une boule homogène, comme il y a des courants, comme il y a une densité à l'intérieur qui ne va pas être pareille qu'à l'extérieur, ça veut dire que la sonde Juno, elle suit une ellipse, mais un petit peu déformée. D'accord ? Et les légères déformations de cette ellipse vont informer sur quelles sont les petites différences qu'il va y avoir à l'intérieur de Jupiter. Et donc, avec ça, on a accès à la structure interne de Jupiter. Et là où ça devient intéressant, c'est que les vents vont aussi modifier ceci. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une planète qui est entièrement du gaz, pas comme la Terre, les vents que vous avez ici, s'ils se prolongent très profond, ils vont bouger beaucoup de masse d'air, d'accord ? Et donc, ils vont modifier la répartition de masse de la planète. Et si vous modifiez la répartition de masse de la planète, vous allez modifier le champ de gravité de la planète. Donc, Juno, sur son orbite, il va ressentir les très légères perturbations à cause de ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on appelle en langage scientifique, donc voilà un schéma bien scientifique. Vous voyez, là, sur l'axe, c'est juste une formule, donc on ne comprend pas. Et là, c'est des histoires de degrés harmoniques, etc. Mais je vais vous expliquer comment ça marche. Ce que j'ai appelé les petites variations de masse qu'il y a dans Jupiter, ça, on les exprime avec des termes qui s'appellent zonal harmonique, degrés, etc. Peu importe. Ce que vous avez ici, c'est les modifications de la forme de Jupiter qui sont à grande échelle. Donc, ici, vous avez un terme qui s'appelle le J2. Le J2, c'est facile. C'est quand vous avez un hémisphère de Jupiter qui a plus de masse qu'un autre hémisphère de Jupiter, eh bien, ce terme-là, il va être non nul. Et ce qui se passe, c'est que les vents de Jupiter, eh bien, ils ne sont pas symétriques.
Vous voyez ici, là, il y a un courant qui n'existe pas dans l'hémisphère sud. Et le courant là, qui n'existe pas dans l'hémisphère sud, c'est même pire, c'est-à-dire que dans l'hémisphère sud, il est dans l'autre sens. Ça veut dire que cette différence qui est causée par les vents, ça va donner une composante qui ne va pas être symétrique dans la répartition des masses de Jupiter, et ça, Juno va être capable de le sentir. Et ensuite, il suffit de mesurer cette composante pas symétrique et de se dire, est-ce qu'elle est élevée ou pas? Si elle n'est pas élevée, ça veut dire que les vents qu'on voit ici, ils ne transportent pas beaucoup de masse, ça veut dire qu'ils ne vont pas très profond. Par contre, si elle est très élevée, cette signature asymétrique, ça veut dire que les vents, ils se prolongent jusqu'à très profond, qu'ils bougent d'énormes quantités de masse. Et donc là, c'est le principe de mesure de la profondeur des vents sur Jupiter, qui n'avait jamais été fait avant Juno. Et les résultats ont donné, je passe directement aux résultats, vous ne savez pas comment lire ces courbes, mais c'est normal, si je vous donne l'article, je suis sûr que vous seriez capable de le lire. Mais en gros, en suivant quelques cours, en gros, ce qui se passe, c'est qu'avec le principe dont je vous ai parlé, si la signature est forte, c'est que les vents sont profonds, on peut savoir, on regarde la force de la signature, on fait un petit modèle. Alors quand je dis on fait un petit modèle, c'est un modèle assez compliqué, hein, vous m'avez compris, mais c'est juste pour vous dire que le principe est très simple. On a une signature très forte, ça veut dire que les vents sont très profonds. Et à la fin, on arrive à une profondeur des vents de 3000 km. D'accord ? C'est-à-dire que les courants que vous voyez ici, ils se prolongent jusqu'à 3000 km sous la couche que vous voyez ici. Alors 3000 km, c'est beaucoup. Hein. Quand vous volez en avion, vous êtes à 10 km au-dessus de la surface. Donc c'est 300 fois plus que la hauteur à laquelle vous êtes en avion. Donc autant dire que c'est une couche absolument énorme. Et alors pourquoi c'est important ça ? C'est parce que la profondeur à laquelle donc là ici là vous voyez la profondeur, le petit pic ici c'est l'endroit où les jets, où les vents sont le plus ralentis. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils sont ralentis. Bon, en fait, ils sont ralentis exactement comme un avion est ralenti. Un avion, il est ralenti par un freinage à induction. C'est-à-dire qu'il y a la roue qui tourne, on approche un champ magnétique, et c'est le champ magnétique qui va freiner, parce que quand vous approchez un champ magnétique, vous allez avoir un champ magnétique qui va se créer dans votre roue, et qui va avoir tendance à contrecarrer le champ magnétique que vous approchez. Donc ça, c'est le phénomène d'induction. Et bien, ce qui se passe à l'intérieur de Jupiter, c'est un phénomène d'induction. Parce que comme je vous ai dit, l'hydrogène, plus on va profond, plus il se comporte comme un liquide métallique conducteur. Donc plus il se comporte comme un métal qui va être capable d'avoir un champ magnétique, un champ électrique, etc., etc. Ça veut dire que ces courants-là, ils se prolongent, ils se prolongent, ils se prolongent, puis au bout d'un moment, ils sont freinés exactement comme la roue d'un avion est freinée, parce que vous avez un champ magnétique induit qui va ralentir les vents. Et donc, cette valeur de 3000 km, elle est importante pour le transport des espèces dans l'atmosphère, mais elle est aussi importante parce que ça nous informe sur le champ magnétique de Jupiter, sur les perturbations magnétiques de Jupiter et sur ce qui se passe en son intérieur. Et alors après, on peut aussi utiliser les différences très légères de forme de Jupiter, enfin les différences très légères de champ de gravité. Ça va nous donner des différences très légères à l'intérieur, et donc avec ça, on va pouvoir connaître quelle est la structure interne de Jupiter. Et alors, ce que vous voyez là, le petit rond orange, l'ellipse en bleu et le carré vert, c'était ce qu'indiquaient les modèles. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'est que Juno décide quel était le modèle qui avait raison. Le point Juno, il est ici. Donc, du coup, tout le monde a tort. Et en fait, quand on regarde plus précisément de pourquoi le point il est ici, bon, en fait, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de très étrange, c'est qu'on s'attendait à ce que Juno, il ait un cœur, à ce que Jupiter, pardon, ait un cœur. Comme la Terre a un cœur, d'accord, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que Jupiter, ce soit une grosse boule de gaz, mais qu'en son sein, il y ait quand même un cœur métallique. Et le fait que le point soit ici, je vous passe les détails, ça veut dire que, il semblerait qu'il n'y ait pas de cœur bien défini, et que, si ça se trouve, c'est juste que Jupiter est vraiment juste une boule de gaz, et que plus on va profond, plus il y a un peu plus de métal, de vrai métal, hein, pas d'hydrogène qui se déguise en métal. Et que donc, en fait, on n'a pas vraiment de cœur au sein de Jupiter. On a juste un peu plus d'éléments métalliques, plus on va profond, mais le cœur n'est pas très défini.
Donc en fait, les scientifiques parlent de plus en plus, non pas de ce qu'on voit ici, mais plus d'un espèce de cœur dilué. Alors ça, évidemment, c'est très bizarre parce que si ce que je vous ai dit précédemment était vrai, si d'abord on avait formé un petit noyau de Jupiter et qui ensuite avait attiré à lui des éléments, bah là c'est plus compliqué à accorder avec un modèle de Jupiter qui est très dilué. D'accord ? Voilà. Donc, pour l'instant, ce qui est compliqué, évidemment, c'est qu'il y a plusieurs scénarios possibles pour réussir à expliquer ceci. Ça peut être un cœur dilué, jusqu'à peu près la moitié du rayon de Jupiter, mais ça peut être aussi un cœur très concentré avec des propriétés particulières. Voilà. Donc en gros, sous la couche de nuages de Jupiter, vous avez les vents qui se prolongent jusqu'à atteindre une couche qui est conductrice, et là c'est freiné par induction. Et après, vous avez de plus en plus profond, vous mélangez de l'hydrogène avec du métal, etc., etc. Et évidemment, les métaux qui sont à l'intérieur de Jupiter, les espèces métalliques qui sont à l'intérieur de Jupiter, sont des espèces qui ont été formées au moment du système solaire. Donc tout ça est évidemment très intéressant. Là, il y a écrit un cœur dense rocheux. A priori, c'est difficile d'accorder ça avec les mesures que Juno a faites. Donc pour l'instant, ça reste un travail en cours, il y aura peut-être des découvertes. Ce qu'il convient de préciser, c'est que là, Juno, il est encore en train de tourner autour de Jupiter, d'accord ? Et plus il tourne, plus on fait des mesures de vitesse précises, et plus on fait des mesures de vitesse précises, plus on a une chance d'avoir accès à la structure de façon très précise. Donc là, pour l'instant, ce sont des résultats préliminaires, avec plusieurs orbites de Juno autour de Jupiter, mais évidemment, plus il va tourner autour, et plus les mesures vont être précises. Alors, dernière chose que Juno a observée, c'est les ceintures de radiation. Parce qu'en fait, Jupiter a donc un champ magnétique qui est très puissant. Donc il crée des aurores boréales, mais il crée aussi des ceintures de radiation extrêmement puissantes. Alors de façon à ce que la mission dure quand même suffisamment longtemps, l'orbite de Juno autour de Jupiter, donc là vous voyez qu'elle s'éloigne, puis elle se rapproche, a été optimisée de façon à passer le moins possible dans ces ceintures de radiation. Le problème de ces ceintures de radiation, c'est que ça peut détruire les instruments, ça peut accélérer le vieillissement de la sonde, etc., etc. Alors après, évidemment, comme Juno passe quand même à proximité de ces ceintures de radiation, ça permet de les étudier et de remonter au champ magnétique de Jupiter. Pardon. Alors, en fait, il y a un instrument, alors c'est pas tout à fait l'instrument radio, mais c'est un instrument qui mesure les signaux électromagnétiques, électriques et magnétiques qui sont envoyés lorsqu'il y a des aurores, en fait, à mesurer le spectre de toutes les perturbations qui sont liées aux aurores. Et ce qu'ils ont fait pour illustrer, alors évidemment c'est à trop haute fréquence, on ne pourrait pas les entendre, d'accord ? Mais en fait ils ont remis ça à l'échelle de l'audition humaine, de façon à ce qu'on puisse entendre les aurores sur Jupiter. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Là, c'est normal, parce qu'il n'y a aucun son. Donc là, ça vous explique ce que je vous expliquais. Est-ce que vous entendez ou pas ? Bof, ouais. Vous allez voir, ça ressemble à des dauphins. Vous entendez ? Non. Oui ? Non ? Un peu ? Attendez, je vais essayer. C'est mieux comme ça ? Bon, j'espère que vous avez entendu un petit peu. Sinon, ça faisait comme ça. Voilà. Donc là, en fait, c'est une illustration. Alors, après, l'exploitation scientifique de ça, c'est qu'en étudiant ces signaux, en fait, en étudiant les bruits, en fait, on est capable d'avoir énormément d'informations sur la cause qui leur donne naissance. Donc le champ magnétique, la ceinture de radiation, etc., etc. Un petit peu comme si vous aviez l'habitude d'étudier les dauphins, et en entendant les dauphins, vous pouvez dire si c'est un mâle, si c'est une femelle, quel est son âge, etc., etc. Et là, c'est exactement pareil. Donc, en fait, en étudiant les aurores, on a accès au champ magnétique de Jupiter. Alors, pour finir,
Je vais vous parler du grand final de Cassini. Il doit me rester 5 minutes, c'est ça? Pour finir, le grand final de Cassini. Alors, le grand final de Cassini, le principe, c'est que Cassini faisait ses orbites autour de Saturne, etc. Et puis au bout d'un moment, il n'avait plus de carburant. Bon, quand même, au bout de 13 ans de bons et loyaux services, c'était normal. Et la dernière orbite de Cassini, c'était une orbite qui allait en fait le faire plonger à l'intérieur de Saturne. Mais avant ça, il y avait des orbites qui ont été réglées de façon à passer pile entre les anneaux et Saturne, de façon à voir ce qui se passe ici entre Saturne et les anneaux. Alors on ne savait pas trop ce qui allait se passer. La sonde allait vraiment très vite, ça veut dire que s'il y avait plus de poussière que prévu, ça allait poser problème, la sonde allait être complètement détruite. Mais heureusement, il n'y a pas eu tant de poussière que ça. Et en fait, il y a 2 découvertes très bizarres qui ont été faites. Alors la première découverte, ça on s'en doutait, c'est le fait que entre l'atmosphère ici et les anneaux, il y a de l'échange de matière. Et notamment les anneaux, qui sont composés d'un petit peu de poussière, en fait, ils envoient de la poussière vers l'atmosphère. Et donc, du coup, il y a sans cesse un apport de matière des anneaux depuis l'atmosphère de Jupiter. Bon. Donc ça, c'est intéressant en soi, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le transfert de matière qu'il y a, l'une des grandes surprises, Cassini, qui passait pile entre les anneaux, embarquait un spectromètre de masse qui a pu déterminer avec précision la composition de cette poussière. Et la composition de cette poussière, c'est du méthane, du CO2, de l'eau, ok. Mais il y a aussi de la matière organique. Et ça, c'est une énorme surprise. C'est-à-dire que, y compris dans les anneaux et dans ce qui passe des anneaux à Saturne, il y a de la matière organique qui est, je le rappelle, qui sont des composés qui vont servir comme briques pour créer de la vie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des bactéries qui sont en train de tomber des anneaux de Saturne vers Saturne. N'allez pas dire ça en sortant. Ou si vous le dites, vous dites que c'est une blague. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à l'apparition de la vie sur Terre ou ailleurs, on s'intéresse à où est-ce qu'il y a de la matière organique. Et plus la matière organique est répandue dans le système solaire, plus on aura tendance à dire que les briques qui ont servi à faire la vie étaient également répandues dans le système solaire et que donc c'était juste une question d'avoir les bonnes conditions pour avoir une vie qui apparaît. Donc en fait, dans la course vers la matière organique, voilà. Alors après, pourquoi il y a de la matière organique en aussi grande quantité qui passe des anneaux à l'atmosphère? Alors ça, c'est question complètement ouverte. Et ensuite, une autre découverte qui a été faite, c'est que donc il y a une ceinture de radiation comme il y a sur Jupiter, mais la surprise, c'est qu'il y a aussi une mini ceinture de radiation entre les anneaux et Saturne. Et ça, si on l'étudie, c'est pareil, c'est comme les dauphins que vous écoutez et sans les voir, vous savez ce que c'est. Étudier une ceinture de radiation, ça permet d'étudier beaucoup plus précisément le champ magnétique. Et par ailleurs, le champ magnétique de Saturne qu'on voit ici, oui, alors là, le schéma est de pas très bonne qualité, je sais pas trop pourquoi. Mais là, vous voyez que c'est plus rouge en certains endroits qu'en d'autres. Là, vous avez Saturne, et là, vous avez le passage de Cassini entre les anneaux. Là, vous avez les anneaux, là, vous avez Cassini qui passe. Le champ magnétique est très variable. Et en fait, il est beaucoup plus variable que ce que les modèles semblaient indiquer. Donc ça, c'est pareil, en fait. Du coup, on pensait connaître le champ magnétique de Saturne, mais on ne le connaît pas. Alors après, il y a un résultat non publié, dont je vous fais part, mais avec les précautions d'usage, c'est la détermination de la masse des anneaux de Saturne. Parce que Cassini, il a aussi une mesure de gravité, c'est comme Juno. Ça veut dire qu'il a pu mesurer l'effet de la gravité quand il était en dehors, et l'effet de la gravité quand il était à l'intérieur. Et si vous faites l'un moins l'autre, la différence c'est quoi? C'est les anneaux. Donc il a pu avoir accès à la signature en gravité des anneaux, donc à leur masse. Et en fait, ils sont arrivés à une masse qui était extrêmement faible. Et ce qu'indiquent les modèles de formation des anneaux, c'est que quand on a une masse extrêmement faible, ça veut dire qu'on a un anneau extrêmement jeune. Et l'âge des anneaux a pu être aussi jeune que 100 millions d'années. Et 100 millions d'années, c'est pas beaucoup, d'accord? Ça veut dire que peut-être que les dinosaures, quand ils regardaient Saturne, ils n'avaient pas d'anneaux. Voilà. Alors, à confirmer, d'accord, c'est pas encore publié. Donc, dans le langage scientifique, quand c'est pas encore publié, ça veut dire qu'il y a encore des questions qui se posent et peut-être que la méthode doit être améliorée. Mais donc, Cassini a aussi découvert que les anneaux sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune idée de leur âge. Ça pouvait être 100 millions d'années ou 1 milliard d'années. Voilà.
Donc en gros, on a ainsi des comparaisons avec deux instruments très utiles entre Saturne et Jupiter. Et donc le futur, c'est quoi? Le futur, en fait, c'est d'aller vers d'autres planètes comme Neptune et Uranus. Alors, Neptune, on peut l'étudier depuis la Terre avec des télescopes, et il y a des nouvelles techniques qui permettent de passer à cette observation de Neptune, à cette observation. D'accord? Simplement avec des techniques où, en fait, on appelle ça l'optique adaptative. En fait, le miroir du télescope s'adapte aux conditions de turbulence dans l'atmosphère pour tout corriger. Et alors, Neptune, en fait, c'est un corps qui, personnellement, m'est cher. En fait, quand j'avais 9 ans, mes parents étaient abonnés à Sciences et Vie. Alors, par ailleurs, Sciences et Vie est en difficulté en ce moment, donc il faut penser à les soutenir. Donc, j'avais 9 ans, j'étais abonné à Sciences et Vie. Et quand on ouvrait la page, on voyait les images qui avaient été faites par Voyager 2 de Neptune. Et depuis, il n'y a aucune sonde qui a survolé Neptune, pardon. Donc depuis 30 ans. Donc en fait, le problème, c'est qu'on n'a quasiment aucune information sur Neptune et Uranus, et c'est un peu le chaînon manquant de la formation du système solaire. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Abonnez-vous à Sciences et Vie. Je n'ai reçu aucune... c'est purement personnel, je n'ai pas reçu d'argent d'eux. Et donc, en fait, j'espère que cette présentation vous aura convaincu de l'intérêt de lancer des sondes vers ces planètes pour faire plein de découvertes sur le système solaire. Voilà, merci.